Bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci à tous les organisateurs de leur invitation. Je suis très content, d'une part, de venir parler de ces sujets ici à Angoulême, avec tous ces partenaires, et je suis aussi très reconnaissant du fait que tout ça a été préparé en profondeur. Et donc, voilà, c'est très appréciable pour moi. Je vous présente là, sur cette image, la 4e page du journal Le Monde d'il y a, je ne sais plus très bien, 3 mois à peu près. Ça, c'est la 4e page, mais la page de titre que je n'ai pas reproduite ici, c'était la télévision tue. C'est ce qu'on appelle une manchette accrocheuse. Bon. Si on rentre, on ne dit plus exactement ça. Mais bon, alors pourquoi est-ce que le journal Le Monde disait la télévision tue ? Parce qu'il est tout à fait attesté, par ailleurs, que les gens qui consomment plus de télévision, c'est un élément statistique, meurent plus tôt. Bon. Et que la télévision semblerait favoriser un raccourcissement de la vie. Bon. Cela étant, si je vous mentionne ce fait, c'est pour vous dire que pour moi, c'est pas la question fondamentale, et que la question fondamentale, c'est l'attention. Ce titre-là, Attention, danger public, j'aurais pu le reprendre à mon compte. Si, depuis peu de temps, l'opinion publique, la grande presse, certains politiques, par ailleurs, plutôt marginaux actuellement, ceux qui n'ont pas vraiment d'enjeu d'élection, commencent à se préoccuper du rôle toxique, on pourrait dire, des médias de masse et en particulier de la télévision, c'est parce que, selon moi en tout cas, le XXe siècle a été caractérisé par rapport à toutes les autres périodes historiques de toutes les civilisations, d'après les analyses que je vais vous proposer aujourd'hui, comme étant un siècle de la captation de l'attention par des moyens industriels. Et un siècle de la captation de l'attention qui a commencé par le cinéma, tout à fait au début du XXe siècle, qui s'est poursuivi par la radio, puis par la télévision, et aujourd'hui par ce qu'on appelle les nouveaux médias, y compris avec maintenant des techniques de traçabilité, la téléphonie mobile, etc., qui permet de suivre un individu pratiquement toute la journée, en quelque sorte, et de capter son attention par des moyens nomades qui font que ça n'est plus simplement quand il est chez lui et devant son téléviseur que c'est le cas, mais ça devient absolument permanent, y compris par les emails, y compris par toutes sortes de dispositifs de ce type. Et cette organisation de la captation de l'attention, elle a commencé il y a environ un siècle. On peut dire pratiquement exactement un siècle, parce que les premiers studios de Hollywood sont construits il y a exactement un siècle. Elle a commencé avec ce qu'on a appelé les industries culturelles. Les industries culturelles au sens où Theodor Adorno et Max Horkheimer les ont baptisées comme cela en 1944. Ce sont des industries qui ont pour but, par la valorisation de ce qu'on appelle des produits culturels, d'abord le cinéma et l'industrie du disque, disons, de capter l'attention pour la vendre à des annonceurs publicitaires. En fait, les industries culturelles sont une fonction dans une société industrielle consumériste qui a absolument besoin de cette fonction pour pouvoir convaincre les consommateurs de consommer ce qu'offre le marché industriel. Alors je pourrais vous en parler toute la soirée, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je vais tout de suite aller au fait. Le fait, c'est que en 2007, une revue qui s'appelle Pediatrics, donc c'est la revue américaine de pédiatrie, la grande revue américaine, a publié une étude de professeurs très connus de l'université de Washington qui s'appelle Christakis et Zimmerman, et qui a montré sur pièce, c'est-à-dire avec des résultats, y compris d'analyses qui ont été faites par l'IRM et les technologies les plus contemporaines d'observation du cerveau, et aussi des enquêtes sociologiques, etc., auprès de 3300 familles,
ils ont montré que la consommation, en tout cas précoce, de télévision, non seulement était productrice de désordre, mais en plus modifiait de manière extrêmement visible ce qu'on appelle la synaptogenèse, c'est-à-dire la manière dont se construit le cerveau, et qu'il y avait une modification véritablement de la construction du cerveau. Alors vous le savez, parce que maintenant on en parle, tout le monde en parle. Aujourd'hui, le cerveau humain, c'est un organe perpétuellement en reconstruction. Jusqu'à la dernière minute ou la dernière seconde de la vie d'un être humain, le cerveau est en train de se reconfigurer. Mais en même temps, ces reconfigurations du cerveau se font par couches, et les 5 premières années de la vie sont extrêmement importantes parce que pendant les 5 premières années de la vie, on construit les fondations, si vous voulez. Et après, on n'y touche plus. Donc ce qui s'est produit dans les 5 premières années de la vie, enfin on n'y touche plus, c'est plus compliqué que cela, mais disons que, un peu comme Freud le disait dès 1900, disons grosso modo, ce qui se passe dans les 5 premières années de la vie, c'est quelque chose qui devient pratiquement inamovible. Et Freud expliquait ça par le fait que, par exemple, quand vous êtes enfant, dans les premières années de votre vie, vous vous identifiez à ceux qui vous éduquent. En général, vos parents. Pas toujours, mais bon, vos éducateurs, disons. Quand vous avez de la chance, votre père et votre mère, enfin, de la chance, si vous avez un père et une mère qui sont crétins, il vaut peut-être mieux que ce soit quelqu'un d'autre. Mais disons, quand vous avez de la chance, c'est quelqu'un qui s'occupera vraiment de vous et qui ne vous lâchera pas. Bon, eh bien, pendant cette période-là, se produit, dit Freud, un processus d'identification primaire. Et ce processus d'identification primaire, il est extrêmement important, selon Freud, mais c'est aussi vrai de Winnicott, de Bowlby, de Lacan, enfin de tous les gens qui ont travaillé là-dessus, Melanie Klein. La construction de la psyché autour de l'identification primaire, c'est la condition de la socialisation de l'appareil psychique. Parce que, à travers cette identification, alors vous comprenez ce que veut dire identification, c'est comme au cinéma, quand on sort d'un film, on s'est identifié au héros, par exemple, et quand on a 7 ou 8 ans, on sort, on a vu Zorro, on fait tchic 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 comme Zorro, bon, ça c'est un processus d'identification secondaire. Mais l'identification au cinéma, c'est très important. Et les petits-enfants s'identifient à leurs parents, ils se font du cinéma. Alors, mon papa, c'est le plus grand, ma maman, c'est la plus belle, etc. Bon, l'identification primaire fonctionne comme ça, c'est ce qu'on appelle l'idéalisation des parents. Et en idéalisant ses parents, l'enfant intériorise l'idéal du moi des parents. Ça veut dire qu'à travers l'idéal du moi des parents, il intériorise aussi le rapport des parents au symbolique, à ce que Lacan appelle le symbolique, c'est-à-dire aussi à ce qu'on appelle le surmoi. Et c'est ce qui fait que l'identification primaire, c'est ce qui fait que l'enfant, aussi singulier qu'il puisse être, en lutte contre la société, etc., en même temps va avoir intériorisé de manière indélébile. C'est ça qui est très important dans la période d'identification primaire. De manière indélébile, il va avoir intériorisé un certain nombre de processus. Sur la base de quoi, ensuite, il va pouvoir entrer dans la phase des identifications secondaires. C'est-à-dire que à 7 ans, il va s'identifier à Zorro. À 10 ans, il va s'identifier, je sais pas, à un joueur de foot ou je sais pas quoi. Je dis des gros clichés, excusez-moi pour les enfants, s'il y en a dans la salle qui me pardonnent mes bêtises d'adulte. Et puis, à 14 ans, il va s'identifier à Cohn-Bendit ou à je sais pas qui. À 17 ans, à Sarkozy. Et puis, finalement, il finira par Marine Le Pen, peut-être. Bon, à 70 ans. Mais à partir de 5-6 ans, une période s'ouvre d'identification secondaire qui va durer toute la vie, en fait, plus ou moins. Les gens très plastiques et très souples vont pas cesser de se réidentifier, de se réinvestir. Puis ceux qui sont plus sclérosés, à un moment donné, ils vont se bloquer sur quelque chose, ils vont se mettre à rabâcher toujours la même chose. Mais voilà, et il peut y avoir là-dedans des aventures, des moments, des ruptures, etc. Aux alentours de 1880 en France, après d'ailleurs un discours qui date de plutôt de 1790 en France aussi, qui est celui de Condorcet, il est posé en principe par une société qu'on appelle une nation, en l'occurrence c'est la nation française, qu'il faut s'occuper de l'identification secondaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas abandonner cela à qui ? À l'Église en l'occurrence. Il faut s'occuper de l'identification secondaire, il faut faire en sorte, c'est une traduction que je fais bien entendu de discours historiques qui ne se formule pas du tout comme ça, il faut faire en sorte que
à un moment donné, vous savez qu'à un moment donné, vers 13, 14, 15 ans, un adolescent, il entre en conflit avec ses parents. Parfois, ça fait de la casse, une grosse casse, pour l'adolescent souvent, parfois aussi pour les parents. Et cette casse est brutale et violente. Il y a aussi de la casse avec ses copains, avec ses copines, etc. Bon, ce sont des périodes difficiles, comme on dit, c'est une période à risque, l'adolescence. Et il y a des moments où, dans ces grandes crises psychiques que traverse l'adolescence, eh bien, il faut que l'adolescent puisse s'identifier à quelque chose qui est au-delà des relations interindividuelles. Par exemple, la géométrie, la musique romantique du XIXe siècle, la peinture ou le dessin animé, mais des choses qui sont des savoirs. C'est-à-dire que tout à coup, l'identification secondaire, elle va se projeter dans des espaces de savoir. Et je vais m'identifier, moi, à la Wachowski si je suis géomètre, à Picasso si je suis peintre, à un super sportif si je suis un sportif, etc., etc. Mais je vais tout à coup m'identifier à des objets de savoir, de sublimation, dira Freud. L'école est un espace de captation du désir de l'individu pour qu'il s'identifie à des objets de savoir et qui peuvent être variés. L'histoire, la géographie, les lettres, la philosophie, les langues étrangères, tout ça. C'est une école qui fonctionne bien, c'est une école qui produit l'identification secondaire par... Je m'identifie à ce prof génial de maths qui m'a fait adorer la géométrie. C'est vrai, moi j'ai eu un prof de maths qui m'a fait adorer la géométrie, etc., etc. Et quand j'ai beaucoup de chance, je suis dans une école où il y a beaucoup d'identification de ce type. L'identification, ça va être aussi l'identification secondaire, par exemple, à des luttes politiques. Je vais m'engager en tant que militant de gauche, de droite, de ce que vous voulez, du centre, bon, peu importe. Je vais m'engager dans des causes publiques, de la chose publique, de la res publica. Je vais me projeter dans la politique et ça va donner une vie politique intense qui a complètement disparu aujourd'hui. Malgré les efforts peut-être de Madame Royal pour créer une démocratie participative, dont il faut se poser la question de savoir si c'était vraiment le sujet d'ailleurs à poser dans ces termes-là. Bon, ça marche plus très fort, la politique. Et Occupy Wall Street, ou essaye d'inventer d'autres choses. Et puis il y a l'économie aussi. L'économie, c'est aussi un lieu d'identification. Quand vous avez par exemple un type qui dit moi, je me sens bien dans mon entreprise, je m'identifie à mon entreprise, etc. Quand ce qu'on appelait autrefois la culture d'entreprise crée de l'investissement, pas simplement de l'investissement de la BNP dans votre projet de start-up ou je sais pas quoi, mais de l'investissement de tout le monde. Je m'investis dans mon boulot, comme on dit. L'investissement, vous voyez, on en parle beaucoup en ce moment avec la crise de la dette. L'investissement, qui n'est pas du tout la spéculation, quand on nous parle des investisseurs, en général, ça désigne des spéculateurs qui sont les ennemis de l'investissement. Bon, fermons cette parenthèse. L'investissement, ça fonctionne quand il y a d'identification à l'objet dans lequel on investit. Et un des plus grands penseurs de l'investissement en économie, c'est Freud. Freud a parlé de l'investissement d'objets en disant, voilà, quand je suis attiré, que j'aime un objet, que je projette mon désir dans un objet, eh bien, je m'identifie à cet objet et j'investis cet objet. Et je l'investis et je l'idéalise. Et l'investissement, c'est très important. Une société dans laquelle il n'y a pas d'investissement n'est plus une société. Ou alors c'est une société en train de se décomposer, qui est en train de tourner à la barbarie. Nous sommes dans cette situation. Si aujourd'hui les banques spéculent et n'investissent plus, parce qu'elles n'investissent plus, c'est parce qu'elles sont envahies de spéculateurs qui spéculent sur le désinvestissement. Alors, si je vous dis tout cela, c'est parce que je crois que la captation de l'attention qui s'est développée, qui a commencé à se développer il y a environ un siècle avec le cinéma, puis avec la radio, puis avec la télévision, etc., a progressivement détruit les systèmes d'identification et donc d'investissement. Elle a détruit les systèmes d'identification, par exemple, comme c'est le cas avec ce petit bambin, comme on dit. Ce petit enfant, aujourd'hui, c'est une cible. C'est la cible de gens qui veulent capter son attention le plus tôt possible. Et cette captation très précoce de l'attention, elle ne s'est pas faite totalement par accident, elle a été théorisée il y a déjà de nombreuses années aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on lit très sérieusement Freud, par exemple, et beaucoup d'autres, et on sait que l'identification primaire est indélébile. Donc il y a déjà depuis très longtemps une théorie de l'identification mise en œuvre dans le marketing, qui consiste à dire il faut
que l'identification avant 5 ans se fasse sur des modèles de diffusion, des canaux de télévision, des produits, etc. Et il faut progressivement court-circuiter la sphère parentale. Ce qui est extrêmement grave. Parce que ça consiste à détruire le processus à travers le processus d'identification primaire, à détruire l'idéal du moi, la construction de l'idéal du moi, et ça produit des jeunes gens qui ont une très grande difficulté à se socialiser. Et qui, en outre, ça c'est ce que disaient Zimmerman et Christakis, à l'âge de 7 ans, développent le syndrome d'attention deficit disorder, c'est-à-dire qu'ils sont en échec scolaire, ils sont confrontés à des difficultés relationnelles graves, ils ne trouvent plus de boulot, 15% de la population américaine. Mais c'est vrai aussi au Japon, les hikikomori, 1 million de hikikomori au Japon. C'est vrai déjà en Chine, c'est déjà identifié en Chine. C'est vrai en Allemagne, parce que l'enquête PISA en Allemagne a montré très précisément avec l'Institut de criminologie de Hambourg qu'une très grande partie de la population pauvre allemande est très 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 détruite par ces processus, etc., etc. Ça converge dans le monde entier. Donc ce sont des phénomènes qui sont identifiés par des gens qui n'ont pas du tout les mêmes hypothèses de départ, qui n'ont pas les mêmes populations, qui n'ont pas les mêmes méthodes, mais ils arrivent au même résultat. Et en France, bien entendu. Il faut savoir que dans les familles américaines, en 15 ans, le temps de discussion familiale a été divisé par 3. Et donc, que là où on parlait 1h30 par semaine entre le père et l'ado, on ne parle plus qu'une demi-heure. Et comme, en tout cas d'après les psychanalystes, l'échange verbal, c'est l'espace fondamental qui permet de traiter le conflit, c'est-à-dire que le conflit verbal évite le conflit tout court, et que par exemple, non pas que je tue mon père, mais je tue quelqu'un à la place de mon père, parce que ça peut être, vous voyez, les meurtriers, ils ont peut-être parfois des problèmes de ce genre. Si on court-circuite ces structures-là, on détruit des processus de construction de l'attention. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Tout à coup, je reviens à l'attention. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas qu'il est grave de construire l'attention artificiellement avec des moyens comme la télévision. L'attention est toujours construite artificiellement. Si vous avez entendu parler de Victor de l'Aveyron, le fameux Victor, qu'on appelle le sauvage de l'Aveyron, bon, sur lequel Truffaut a fait un film à la suite d'un livre qui a été fait par le docteur Itard. Bon, Victor, il n'a pas d'attention. Il n'arrive pas à se concentrer, il s'est élevé tout seul dans la forêt, c'est ce qu'on appelle un enfant loup. Et c'est pour une raison très simple, c'est qu'un enfant, il faut construire son attention. L'attention n'est pas du tout un attribut neurologique. C'est pas quelque chose qui est donné de manière innée, c'est quelque chose qui est construit par une relation. En particulier, Winnicott dit par une relation à travers des objets transitionnels. Ces objets transitionnels sont des objets qu'on doit pouvoir manipuler. Un enfant avant 5 ans s'exprime essentiellement par ses gestes, beaucoup plus que par son langage. D'abord parce que jusqu'à 2 ans, il ne parle pas, donc c'est ce qu'on appelle un infance. Et là, il ne communique que corporellement. Et ensuite, de 3 ans à 5 ans, il parle, mais il a encore un usage du langage qui est très très lié à la manière dont il manipule les choses, donc qui est très dans la sensorimotricité. Alors, qu'est-ce que font les médias, comme par exemple ce téléviseur-là qui est devant ce petit enfant? Eh bien, ils interrompent l'activité sensorimotrice. Chez les enfants de moins de 5 ans, c'est une catastrophe. La théorie de Bowlby et de Winnicott, c'est que c'est par sa sensorimotricité qu'un enfant développe sa psyché. Donc si on la court-circuite, on détruit le socle de base, et à partir de là, il aura un mal de chien à se développer, y compris à développer un langage, un rapport à l'écriture, etc., etc. L'école, qui est elle-même court-circuitée très massivement par les médias, parce que quand vous êtes prof, aujourd'hui, vous avez beaucoup de difficultés à faire cours pour toutes sortes de raisons, d'ailleurs. Il ne faut pas dire que l'école, que la télévision est responsable de tout, mais une quand même des grandes raisons pour lesquelles vous avez du mal à faire cours si vous êtes prof, c'est que les gosses à qui vous essayez d'enseigner, eh bien, aux États-Unis, par exemple, le chiffre officiel du mois de janvier de l'année dernière de la Kaiser Family Foundation de 2010, janvier 2010, c'était 10h30 par jour de captation de l'attention des enfants américains. 10h30 par jour, ça commence à être absolument énorme. Et si l'attention des enfants est captée, c'est fatigant cette captation de l'attention, on s'en rend pas compte. On croit que par exemple quand on met son gosse comme celui-là devant une télé, il se repose. Pas du tout. Ça le fatigue beaucoup nerveusement. Et donc après, il est déjà pas très réceptif à ses parents, mais il est absolument plus du tout réceptif aux profs. Du coup, il décroche, etc. Et puis la spirale infernale s'installe.
C'est pour ça qu'on peut dire, en effet, télé, attention, danger public. Mais pas seulement chez les enfants. Parce que la télé, elle a court-circuité l'école, parce qu'aujourd'hui, la captation de l'attention par la télévision est beaucoup plus efficace qu'à l'école, la télévision a des moyens colossaux, y compris ceux que l'on met en œuvre à Angoulême dans le dessin animé, pour pouvoir capter l'attention de ses enfants. Et l'école, elle, on lui supprime des moyens en permanence. Donc, à partir de là, le combat est absolument ruiné par avance. Mais il n'y a pas que la famille et l'école qui sont détruits par le court-circuit des médias. Ce sont aussi, par exemple, les espaces politiques. Les espaces politiques, il n'y a plus d'espace politique. La représentation politique est totalement aujourd'hui soumise aux médias. Et vous le savez bien, aujourd'hui, les hommes politiques et les femmes politiques font leur campagne électorale en fonction des médias, plus du tout en fonction de l'opinion publique, etc., etc. Sans parler de l'économie, je ne vais pas y revenir parce que ce n'est pas mon sujet, fondamentalement. Alors, juste sur l'économie, quand même, on ne peut pas l'éviter, parce que tout ça sert l'économie. Une économie qui s'appelle le consumérisme, et qui, c'est un sondage de BVA d'il y a 1 an et demi, de 2 ans et demi, BVA, qui est un grand cabinet spécialisé dans ces domaines, qui montrait que 43% des actes d'achat des enfants, des actes d'achat des Français étaient pilotés par les enfants. Et évidemment, la télévision sert d'abord à ça, c'est-à-dire à contraindre les attentes des enfants pour qu'eux-mêmes pèsent sur les parents et pour arriver à faire acheter le 4x4 dont personne n'a besoin et qui est polluant et qui en plus va coûter extrêmement cher pour une famille insolvable, lui faire acheter quand même, qu'elle n'arrive pas à payer, tant pis pour elle. Mais ça conduit aux subprimes. C'est-à-dire une insolvabilité des consommateurs, puis des banques, puis des entreprises, puis des États, et finalement une situation absolument apocalyptique dans laquelle nous sommes, et où même la Chine en ce moment est en train de se fissurer sur le plan bancaire. Donc on disait la Chine va nous sauver, etc. Pas du tout, parce que la Chine dépend de nous. Alors, on sait aujourd'hui qu'il se passe donc dans le cerveau des enfants des processus qui viennent modifier la sensorimotricité. On sait aussi que chez les adultes, je voulais d'ailleurs vous montrer un autre article du journal Le Monde, et j'ai oublié de vous le montrer, chez les adultes, eh bien, ça ne fonctionne plus, y compris dans les entreprises. C'est-à-dire que depuis quelques mois, le patronat, le top management des grands groupes se soucie du fait que finalement, tous ces médias détruisent aussi l'attention dans les entreprises. Et que finalement, il y a quelque chose qui se généralise, ça touche d'abord les enfants le plus violemment possible, mais ça touche aussi les adultes, ça touche tout le monde, et il y a un énorme problème de ce que j'appelle moi l'écologie de l'esprit, ou l'écologie de l'attention, une destruction écologique de l'attention. Et la question ici, c'est que, pourquoi est-ce qu'il y a destruction de l'attention? Mais qu'est-ce que c'est que l'attention? Si on l'appelle plus précisément dans le langage de Freud, on va appeler ça la libido. Ah, vous allez me dire, mais non, la libido, c'est pas ça. La libido, c'est quand j'ai des fantasmes sexuels. Par exemple, c'est la libido de M. Strauss-Kahn. Vous voyez. Non, ça c'est la théorie de la libido de 1905 de Freud. Mais la libido de 1920 chez Freud, c'est plus ça. Ça s'appelle la pulsion. Ce qu'a M. Strauss-Kahn, ce sont des pulsions. Il a aussi de la libido, j'espère pour lui, mais il a des pulsions d'abord, et il n'arrive pas à les maîtriser. En principe, à partir de 1920, Freud dit la libido, c'est ce qui, au contraire, c'est pas le contraire de la pulsion, mais c'est ce qui est capable de transformer la pulsion, qui est une énergie de consommation, en un investissement. Et où tout à coup, ce qui au départ, oui, des pulsions, nous avons tous des pulsions. Ces pulsions, d'ailleurs, il y en a de tous ordres. Avoir faim, c'est une pulsion. Être agressif, quand par exemple vous êtes fait engueuler par votre directeur de je sais pas quoi, vous rentrez chez vous, vous engueulez vos gosses ou votre femme. C'est une autre pulsion, c'est-à-dire que vous avez reçu de l'agressivité, vous rendez de l'agressivité. Bon, nous sommes pleins de pulsions, nous sommes des êtres pulsionnels. Mais Freud dit, en fait, en tant qu'être pulsionnel, nous sommes capables de maîtriser nos pulsions, ou sinon de les maîtriser, en tout cas, il dit de les lier par la libido. Et la libido, c'est ce qui va contenir les pulsions, les retenir aussi, et faire qu'au lieu de se jeter, de se précipiter sur leurs objets, ces pulsions, et pour les consommer, comme cette jeune femme du Sofitel ou je ne sais qui, si on croit en tout cas à la première version de l'histoire,
Ou bien comme ce type qui consomme des bonbons de manière compulsive, ou qui consomme des iPads, des iPhones, des trucs, des machins, enfin, de manière tout aussi compulsive, j'en fais partie aussi d'ailleurs, hein. Ou qui se précipite sur ses mails sans savoir pourquoi il se précipite sur ses mails. Bon. Tout ça, tout ça, ce sont des comportements pulsionnels, mimétiques, répétitifs, compulsifs, etc. La libido, c'est ce qui va vous apprendre à maîtriser tout ça, mais à l'investir et à l'individuer, comme dirait Gilbert Simondon. Ça, c'est la deuxième théorie freudienne du désir. Le désir, chez Freud, dans la deuxième théorie, c'est l'investissement d'objets qui consiste à transformer les pulsions et à détourner la satisfaction des pulsions pour produire de l'investissement dans le long terme. Et non seulement dans le long terme, mais dans le temps infini. Ça s'appelle Roméo et Juliette. Roméo aime Juliette à l'infini. Juliette aime Roméo à l'infini. Et Husserl dit, un grand philosophe allemand qui parle de la géométrie, un géomètre aime la géométrie à l'infini, et la géométrie, pour tout géomètre, c'est quelque chose d'infini. C'est quelque chose qui ne sera jamais fini. Tout comme pour un pianiste, telle sonate de Beethoven, on pourra à l'infini l'interpréter, etc., etc. La libido, c'est ce qui a un rapport à l'infini. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être réduit à quelque chose de calculable. Le fini, ça se calcule. L'infini, ça ne se calcule pas. Ça dépasse le calcul. Et ça produit ce qu'on appelle de l'idéalisation. Et ce que Platon appelait des idées, et que Kant appelle encore des idées, etc., etc. Et c'est l'idéalisation, là, au sens aussi de Platon. Au sens également de Freud, et aussi de Platon. Aujourd'hui, nous sommes dans une société souffrante, parce que dans notre société, eh bien, le désir a été détruit. Pourquoi ? Parce que transformer ces pulsions en investissement d'objets et en désir, ça s'apprend. Pour ça, il faut des structures qui s'appellent une famille, une école, une église aussi, hein, une religion. Il y a des sociétés dans lesquelles la religion assume cela. Et puis beaucoup d'autres structures politiques, etc. Mais au XXe siècle, le consumérisme est allé tellement loin dans l'exploitation de l'attention qu'il a détruit toutes les structures qui servaient à transformer la pulsion en investissement d'objets. Et du coup, il n'y a plus que de la pulsion. Et du coup, on a affaire à un capitalisme pulsionnel, à un marketing pulsionnel, à une télévision pulsionnelle. Il suffit de regarder la télé, que je ne regarde plus d'ailleurs depuis 12-13 ans pour ma part. Mais je la connais bien parce que j'ai travaillé pour la télévision. Il suffit de regarder pour voir à quel point la pulsion domine, évidemment, hein, y compris à la tête des États, hein, en France, en Italie, en Russie, etc. On est dans des mondes pulsionnels. Alors que faire par rapport à tout cela ? C'est ça que je voudrais voir avec vous maintenant, parce que c'est ça qui m'intéresse. Il faut faire des analyses, mais ensuite il faut faire des propositions. Que faire ? Que faire, par exemple, pour que ce petit enfant-là sorte de la nasse dans laquelle il est pris, du piège qui est en train de le détruire ? Eh bien, ma réponse c'est il faut pratiquer. Qu'est-ce que je veux dire ? Ça va être mon sujet, pratiquer. J'aurais pu appeler cette conférence, j'aurais pu donner comme titre « Pratiquer ». Je vais y revenir. Avant de développer cette idée de la possibilité et de la nécessité de pratiquer, je dois vous parler d'abord de ce qui s'est passé au début du XXe siècle d'une façon un peu plus conceptuelle. Qu'est-ce qui s'est passé au début du XXe siècle ? C'était le début de cette société-là qui a abouti à ce relais hertzien qui arrose le monde entier avec la télévision, mais qui commence avec le cinéma et la radio. Ce qui s'est passé au début du XXe siècle, c'est ce que j'ai appelé dans un bouquin il y a une dizaine d'années, le premier tournant machinique de la sensibilité. Ce que je veux dire par là, c'est que à l'époque où j'ai parlé de cela, j'étais directeur de l'IRCAM, j'ai travaillé dans la musique. Et je m'étais intéressé au discours que tenaient des compositeurs, en particulier Béla Bartók, mais aussi d'autres comme Stravinsky, etc., sur le rapport aux médias. On demandait en 1937 à Béla Bartók, qu'est-ce que vous pensez, maître, de la radio ? Est-ce que, par exemple, vous pensez que c'est bien qu'on écoute votre musique à la radio ? Bartók répondait, oh non, il ne faut pas écouter ma musique à la radio, sauf si vous mettez la partition sur vos genoux et que vous la lisez en même temps. Parce que là, vous entendrez vraiment la musique, à la radio, on entend très très mal. Et en plus, pour vraiment écouter ma musique, il faut la lire. Je vous signale que en 1937, mon grand-père était cheminot. Il est d'ailleurs mort cette année-là. Il conduisait des locomotives. Et il lisait la musique, mon grand-père.
Et beaucoup de gens lisaient la musique en France. Si vous regardez les films de René Clair, les débuts du cinéma de René Clair, en particulier, il y en a un qui s'appelle Sous les toits de Paris, je crois, un truc comme ça. Vous voyez des chanteurs d'Iru qui passent et qui distribuent des chansons avec des partitions, et les gens lisent les partitions, ils chantent dans la rue. C'est très beau d'ailleurs. C'est le tout début du cinéma parlant. Les gens savaient lire la musique autrefois, parce qu'on apprenait à l'église, on apprenait à l'armée, on apprenait à l'école, etc. Et pour Bartók, c'est évident qu'on ne peut pas écouter la musique si on n'est pas capable de la lire. Eh bien, il dit, le phonographe, c'est une catastrophe, parce que ça a remplacé le piano. Avant, il fallait la jouer, la musique, pour l'entendre. Puis d'un seul coup, on peut écouter de la musique sans être capable d'en jouer. Bartók dit, on ne peut pas écouter la musique sans être pas capable d'en jouer. Mais il ajoute, et néanmoins, avec un phonographe, on peut faire des choses formidables. Moi, par exemple, j'ai enregistré 10 000 morceaux de musique de Transylvanie, de musique tzigane, etc. Et depuis l'invention du phonographe, j'ai pu créer une vraie musicologie savante, rationnelle, où j'étudie la musique. Et ça a un retour sur ma musique. La musique de Bartók est complètement pénétrée des analyses musicales qu'il a faites grâce au phonographe, qu'il disait ne pas pouvoir faire à l'oreille nue. Je dis à l'oreille nue parce que la musique tzigane, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais essayez de transcrire ça à l'oreille, même quand vous êtes Bartók, vous n'y arrivez pas. En 1937, la même année, à Kansas City, l'année même où Bartók expliquait ça à un journaliste, un type qui s'appelait Charlie Parker utilisait son phonographe pour analyser les chorus de Lester Young. Et il apprenait le saxophone avec son phonographe. Il disait à sa mère, j'ai pas besoin de prof, je veux pas aller dans tes écoles de blanc où on va m'apprendre à lire la musique. Moi, j'ai un nouveau truc pour apprendre la musique, ça s'appelle le phonographe. Et il devenait Charlie Parker. Je veux dire par là que les technologies, ce sont j'appelle en grec des pharmakas, ce qui est le pluriel de pharmakon. Un pharmakon, c'est un poison et un remède. Et pour lutter contre un pharmakon, il ne s'agit pas du tout d'empêcher le pharmakon de se développer, il s'agit d'en faire un remède. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec Frank Capra, qui est un grand cinéaste que vous connaissez tous. Alors quoi qu'il en soit, au début du XXe siècle, le tournant machinique de la sensibilité a conduit à ce que j'appelle la prolétarisation de la sensibilité. La prolétarisation, dans le sens où je l'utilise, c'est un mot qui était employé par Karl Marx en 1848 pour décrire la perte de savoir des ouvriers. Marx disait, à partir du moment où les ouvriers sont soumis à des machines-outils, des machines automatiques, etc., ils perdent leur savoir, ce ne sont plus des ouvriers, ce sont des prolétaires. Et à partir de là, ils deviennent victimes du marché du travail, ils constituent une armée de réserve, leurs propres enfants, leurs propres femmes leur piquent leur boulot, et finalement, ils sont voués à la misère. C'est ce qui est dit dans le manifeste du Parti communiste en 1848. Moi, je considère que la prolétarisation, au début du XXe siècle, s'est étendue aux consommateurs et pas simplement aux producteurs. Progressivement, les consommateurs ont désappris la musique, ont désappris tout. On désappris la cuisine. Les gens, par exemple, si vous prenez un taxi à Paris, il a désappris la carte de Paris parce qu'il sent le système GSM, pas GSM, GPS, il est plus capable de s'orienter. Regardez les jeunes taxis, c'est effrayant, etc., etc. D'ailleurs, moi, chaque fois que je prends le taxi, je leur dis faites attention parce qu'un jour on vous foutra à la porte, on n'aura plus besoin de vous parce qu'en fait, ces systèmes ne sont pas vraiment fiables et un jour on vous dira, si vous ne connaissez plus Paris, vous pouvez aller voir ailleurs. Donc, faites attention à ne pas vous déprolétariser. À ne pas vous prolétariser, à ne pas perdre votre savoir de taxi. Bon, ça c'est ce qui se passe au début du XXe siècle. Mais en ce moment, nous vivons, je vais très vite, il faudrait en parler longuement, je vais très vite, mais en ce moment, nous vivons un moment de déprolétarisation. Pourquoi ? Parce que, voilà, vous voyez ces caméras-là, elles valent 100 €, même pas. Elles sont les performances des caméras que j'achetais quand j'étais directeur de l'INA. En 1996 et que je payais 250 000 francs. Aujourd'hui, j'ai d'ailleurs dans ma poche, comme vous, une caméra. Mon smartphone me permet de faire des images, j'en fais d'ailleurs très souvent, j'en fais tout le temps, pour tout vous dire. Je les stocke, j'en ai plein de mon ordinateur, j'ai des images fixes, j'ai des images animées, j'ai des sons, etc. Et je m'en sers. Parce que j'ai créé une école de philosophie où j'utilise tout ça maintenant. Et je fais des cours en images et en son. Et je ne me contente plus simplement de lire des textes, même si je lis toujours des textes, parce que c'est très important. J'utilise iMovie, d'ailleurs ça c'est un montage d'un film que j'ai fait pour mon école. J'utilise des logiciels de mixage, de son, j'utilise Ligne de temps, qui est un logiciel d'analyse de film et d'indexation.
J'utilise comme vous tous ce système de distribution qui est YouTube. Je mets mes films en ligne. J'ai 15 000 personnes qui suivent mes productions. J'utilise ce moteur de recherche quand j'ai besoin de trouver des archives, etc., etc. Et je fais d'ailleurs toutes mes images en allant piquer des images partout sur le réseau. Il s'est passé quelque chose d'inouï depuis une quinzaine d'années, une mutation de la technologie. On est passé de l'analogique qui avait opposé les producteurs professionnels d'un côté et les consommateurs crétinisés de l'autre, à un monde numérique où on a affaire à des contributeurs qui tous développent des compétences plus ou moins, qui peuvent se faire complètement piéger, bien entendu, par des systèmes de captation de l'attention beaucoup plus sophistiqués d'ailleurs, mais qui peuvent se défendre. Qui peuvent se défendre soit en créant Wikipédia, soit en développant des systèmes de contribution, y compris en créant des books contre Facebook, sur Facebook, etc., comme maintenant on voit apparaître toutes sortes de logiques de ce type-là. C'est ce qui m'a amené à dire dans un institut que j'ai créé il y a 6 ans maintenant, l'Institut de recherche et innovation, que nous étions en train de sortir de l'époque du consommateur, et notamment du consommateur culturel, qui m'effraie, moi. Ça m'effraie quand j'ai des amis, par exemple, qui voient 2 films par jour tous les jours. Et j'en connais, hein. Mais non seulement ça, ils voient 2 films par jour tous les jours, mais ils voient aussi tous les spectacles de danse du théâtre de la ville, ils vont à toutes les expositions, ils ont lu à peu près tous les best-sellers, enfin, ou les prix Goncourt, etc. Mais quand je discute avec eux, je leur demande, alors finalement, qu'est-ce que tu penses de ce film de Kiarostami, ou qu'est-ce que tu as à dire de je sais pas, moi, comment s'appelle-t-il, les particules élémentaires, là, Houellebecq, bon. Et je m'aperçois qu'ils n'ont rien à dire. Parce qu'ils sont rentrés dans une consommation à très haute dose, ils connaissent absolument tout, mais ils ne goûtent absolument rien. Parce que goûter, ça veut dire être capable de juger. Et si vous n'êtes pas capable de dire, moi je considère que Kiarostami, par exemple, est un très grand cinéaste parce que il fait ci, ça, etc., vous ne jugez rien du tout. Vous êtes un mouton cultivé. C'est ce que Hannah Arendt appelait un philistin cultivé, dans un texte qui s'appelle La crise de la culture. Et moi, je dis que nous vivons à l'époque des hyper-philistins, de l'obésité culturelle. Vous voyez, on dit qu'il y a des gens qui mangent trop de sucre. Moi, je pense qu'il y a des gens qui consomment beaucoup trop de culture. La culture, ça ne se consomme pas. Quand vous la consommez, la culture, ça devient toxique. Vous croyez savoir et vous ne savez rien. Vous êtes donc devenu quelqu'un de dangereux. Rien de pire que ceux qui croient savoir et qui ne savent pas. C'est ce que disait Socrate aux jeunes Athéniens qui écoutaient les sophistes. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait utiliser toutes ces technologies, celle-là, pour repenser, par exemple, complètement l'école. Et pour se mettre à produire un système scolaire, un projet politique, un projet économique, etc., qui serait basé là-dessus. Je ne vais pas vous en parler, mais si ça vous intéresse, allez voir le site d'Ars Industrialis. Nous avons des tas de groupes de travail qui développent des programmes, des sujets sur toutes ces possibilités. Nous sommes plusieurs centaines à y travailler. Et il y a des choses extrêmement précises, extrêmement concrètes à développer. Et je vous le signale, mais vous le savez sans doute, que plus de la moitié de l'activité de l'informatique aujourd'hui est sur ce modèle contributif, qui n'est plus avec des consommateurs d'un côté et des producteurs de l'autre, mais des grandes communautés contributives qui se sont complètement repensées dans l'organisation du travail, dans leur droit du travail, dans leur propriété industrielle, etc., etc. Et moi, je crois que ça peut s'étendre aujourd'hui à tous les domaines, à commencer par l'énergie. Parce que l'énergie contributive, ça existe, c'est ce qui est rendu par les smart grids rendu possible par les smart grids de dernière génération. Vous allez me dire, mais quel rapport dans tout ça avec le cinéma, avec les images? Eh bien, il est là le rapport. Ça, c'est Hossein Zabzian. Vous verrez son histoire tout à l'heure si vous restez à 21h à la projection de ce film qui s'appelle Close Up. Hossein Zabzian, cet homme-là, il est mort aujourd'hui. Il joue dans ce film de Kiarostami son propre personnage. Dans un film donc, qui s'appelle Close Up, où il n'est pas toujours facile de savoir si on voit des images documentaires ou des images de fiction, c'est-à-dire des images reconstituées, voire des images complètement réinventées. Là, vous êtes en train de le voir. Il vient d'entrer, il est sorti par la porte qui est là. Il vient d'entrer dans un tribunal islamique à Téhéran où il va être jugé pour escroquerie. Hossein Zabzian, c'est un chômeur qui a vécu dans les années 70-80 à Téhéran, après la révolution islamique. Il lui arrive dans les années 80 une histoire absolument incroyable. Absolument incroyable. Cet homme-là, qui est donc chômeur, là, quand on le voit au début du film, pas dans son procès, mais au début de son histoire, ça fait 2 jours qu'il n'a pas mangé. Ça fait 2 jours qu'il n'a pas mangé parce qu'il n'a pas de travail.
Et il monte dans un autobus, et il s'assoit tout à fait par hasard à côté d'une dame, qui est une bourgeoise. C'est le côté sympathique en Iran, et la grande bourgeoisie prend les autobus. Et si vous avez, moi je vous souhaite d'avoir la chance d'aller en Iran. Si vous, par exemple, vous allez dans les taxis iraniens, ça m'est arrivé. C'est très très grand, Téhéran, ça fait 50 km de long. Et un jour, j'ai dû me rendre du sud de Téhéran au nord de Téhéran. C'est 1h30 pour passer du nord au sud, du sud au nord. Et pendant 1h30, j'ai entendu de la poésie iranienne dans le taxi. Et j'ai discuté en anglais avec le chauffeur de taxi en lui demandant mais qu'est-ce que j'écoute là, ça ressemble à de la poésie. Il me dit oui, c'est de la poésie. Je dis mais vous écoutez souvent de la poésie? Il me dit bah oui, j'écoute tout le temps de la poésie. Je dis mais comment ça se fait? Il me dit mais tout le monde écoute de la poésie ici. La chaîne la plus populaire en Iran, c'est la chaîne de poésie où on vous lit des poèmes en permanence. Et moi je peux vous raconter des poèmes et j'en connais plein et tout le monde connaît des poèmes en Iran. Et c'est vrai ce que je vous dis là, c'est pas du tout une fiction. C'est tout à fait étonnant. Le rapport des Iraniens à la poésie, au chant, d'une façon plus générale, est incroyable. Eh bien, ils ont le même rapport au cinéma. Ils ont le même rapport au cinéma, qui serait un vaste sujet, d'ailleurs, le rôle du cinéma dans un pays islamique aussi radical que l'Iran, parce que le cinéma, c'est quand même le culte de l'image, donc pas évident comme sujet. Et ben, même les imams, même les mollahs ont un rapport au cinéma. Dans le film de Kiarostami, vous verrez tout à l'heure, si vous restez, que le mollah, qui est un juge, qui va juger cet accusé-là, eh bien, il va déclarer lui-même qu'il adore le cinéma, qu'il est passionné par le cinéma. Et donc, Hossein Zabian monte dans un bus un jour, il s'assoit à côté d'une dame. Cette dame est la femme d'un colonel de l'armée iranienne, et il est en train de lire un livre. Ce livre, il est écrit sur la couverture, Le Cycliste. C'est le titre d'un film, Le Cycliste. C'est un film de Mohsen Makhmalbaf, qui est considéré comme le cinéaste le plus populaire d'Iran, qui aujourd'hui ne vit plus en Iran parce qu'il a fui Ahmadinejad. Mais à cette époque-là, il y vivait encore. Et Le Cycliste a été un film extrêmement populaire en Iran. Et donc, Zabian est en train de lire le scénario de ce film dans le bus, et la dame qui s'est assise à côté de lui voit qu'il est en train de lire ce scénario, et elle lui dit « Où avez-vous trouvé le scénario? Où avez-vous trouvé ce bouquin ?» Et il lui répond en faisant un petit peu en roulant un peu comme ça des mécaniques, il dit bah, dans une librairie. Enfin, il apprend au départ un petit peu de haut, enfin, il dit une bêtise, dans une librairie évidemment, on trouve les livres dans les librairies. Enfin, c'est une manière de lui répondre un petit peu en la mettant à distance. Et elle insiste beaucoup, et elle insiste tellement qu'il dit, bon, bah, je vous le donne. Et alors là, la dame me dit, ah non, pas question que vous me le donniez. Et lui, comme maintenant il a dit, je vous le donne, on est dans un pays du Sud, donc le don, le contre-don, vous savez à quel point c'est important. Donc, je vous le donne, elle refuse son don, alors il insiste, parce qu'il veut maintenant, il va pas reculer, maintenant qu'il lui a dit, je vous le donne, il faut absolument qu'il lui donne. Il lui dit, mais c'est moi qui l'ai écrit. Et là, elle ne peut plus refuser. Ah, c'est vous vous êtes Makhmalbaf? C'est moi. Et l'histoire commence comme ça. Il se fait du cinéma. Il raconte d'abord une espèce de bêtise. Elle le croit. Et il se met à croire au fait qu'elle le croit. Et il commence à se prendre pour Makhmalbaf. Il se met à se faire du cinéma. Et à ce moment-là, il commence à discuter. Il lui dit, est-ce que vous voudriez faire un film avec moi? Elle dit, bien sûr, en plus mon fils rêve de faire du cinéma. Mon mari adore le cinéma. Tout le monde admire Makhmalbaf. Et il dit, on va faire un film ensemble. Et ça commence et ça dure comme ça 2 semaines. Jusqu'à ce qu'ensuite, le colonel de l'armée iranienne s'aperçoive quand même assez vite que ce pauvre homme n'est pas forcément Makhmalbaf, qu'il n'a pas tout à fait un comportement de... Voilà, c'est un pauvre. Et puis par ailleurs, il découvre dans un journal que Makhmalbaf est allé en Italie recevoir un prix, etc. Donc il ne peut pas être en même temps chez lui. Et il appelle la police et il le fait arrêter. Et donc là, on le voit au moment de son procès. Alors si j'ai proposé, puisque Géraldine Zanier m'avait demandé si je pouvais recommander qu'on regarde un film après cette conférence, j'ai proposé ce film-là parce que ce film vous présente un amateur fou de cinéma. Ça n'est pas un consommateur, lui. Vous voyez, quand il voit un film, d'abord il le revoit, vous le verrez, il le dira plusieurs fois dans le film. Il dit un film, on ne le voit jamais du premier coup. Il faut y aller plusieurs fois, déjà, pour commencer. C'est ce que vous dit aussi Bartok à propos de la musique. C'est ce que vous dira n'importe quel prof de philo à propos d'un texte de philo. C'est ce que dira un poète, un poème.
Un poème, moi j'ai été passionné de poésie à une époque, mal armé, si vous n'avez pas lu à haute voix 50 fois un poème, vous ne rentrez pas dedans. Hein. Ça se pratique les poèmes. Bon. Mais en fait, tout ce qui est culturel, c'est-à-dire au début cultuel, puisqu'en fait la culture, ça vient de culte. Et le culte, qu'est-ce que c'est? Le culte au départ, c'est un culte qu'on appelle le rituel, et ensuite le culte monothéiste, etc. Ce sont des relations de sublimation qui peuvent à un moment donné passer par quelque chose qui est de l'ordre du religieux ou du sacré. Hein, par exemple, faire ses prières tous les jours. C'est pratique. Je vous ai dit que je parlais de pratique. On appelle ça les pratiques, de faire ses prières, aller se confesser, tout, quand on est dans le monde du catholicisme, par exemple. Moi, je considère que des pratiques, il y en a dans tous les domaines. Il n'y a pas besoin de religion pour ça. Hein. La religion, c'est quelque chose d'assez récent. Ça n'a jamais que 3000 ans. Pour moi, avant, c'est pas de la religion, c'est du monde chamanique, c'est du monde surnaturel et sacré, mais pas religieux. Et puis, on est sorti, je crois, de la domination de la religion. Mais par contre, une société sans pratique, ça n'est pas possible. Il faut avoir des pratiques. Il faut avoir des pratiques comme, par exemple, ceux-là. Vous les connaissez, ceux-là? Ils sont très connus. Ils s'appellent Jean-Luc Godard et François Truffaut. Et ben là, ils sont déjà devenus de grands metteurs en scène. Ce sont les auteurs de la Nouvelle Vague, les auteurs du fameux cinéma d'auteur français qui est né en France. Inspiré par l'Italie, bien sûr. Mais ces gens-là, que là vous voyez déjà connus, eh bien 10 ans avant cela, ça n'était que des amateurs comme Hossein Zabzian. Ils ont eu plus de chance que lui. C'était des fils de bourgeois, faut dire. Hein. Mais eux, ils ont été formés à la Cinémathèque de France par Henri Langlois. Ils allaient à la Cinémathèque tous les soirs. Ils étaient absolument passionnés par ce type qui s'appelait Langlois, qui connaissait tous les films, qui avait gardé les bobines de films. Les Américains jetaient les bobines. Au bout d'un an d'exploitation, on les brûlait, les films. Parce que c'est dangereux, un film. C'est une bombe. Un film en support flamme, c'est une bombe. Donc, les Américains disaient, ça coûte beaucoup trop cher de conserver ces trucs dans des conditions de sécurité. Donc, on brûle tout ça. Et Langlois avait dit, non, moi, je brûle pas, je les garde. Il allait aux États-Unis, il récupérait des bobines. Et il a construit comme ça la Cinémathèque de France, qui a été un des facteurs déclencheurs de 1968, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous savez ça. Mais parce qu'à un moment donné, on a voulu un peu le mettre au pas. Eux, au départ, là, vous les connaissez, vous, comme des metteurs en scène de cinéma. Mais eux ne se considéraient pas comme des metteurs en scène de cinéma. Ils se considéraient comme des amateurs de cinéma. J'aurais aimé vous commenter, mais je ne le ferai pas, ce dialogue célébrissime de tous ceux qui enseignent la philo en terminale, qui est le livre 7 de la République. Très souvent, les profs de philo commencent par là pour apprendre à leurs élèves ce que c'est que la philosophie. Où Platon nous parle de quoi? Du mythe de la caverne. Vous avez entendu parler du mythe de la caverne. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine en forme de caverne. Ils sont là depuis leur enfance, ils ne peuvent pas bouger, etc., etc. Bref. Qu'est-ce que décrit le mythe de la caverne? Cela, il y a 50 000 versions du mythe de la caverne. Et si vous avez bien vu ce que c'est que cela, qu'est-ce que c'est? C'est une salle de cinéma. C'est vous. Et moi, je parle. C'est vous, et ça, c'est une scène qui est extraite d'un film de Woody Allen qui s'appelle La Rose pourpre du Caire, avec Cecilia. Cecilia, qui est une espèce d'héritière passée par Hollywood de cela, qui était le théâtre optique d'Émile Reynaud, et qui a finalement conduit à cela. Cela que d'ailleurs Truffaut anticipait dans ce film Fahrenheit 451. Ça, c'est une émission de télévision qui s'appelle La Famille. Et là, ce sont les deux héros du film où Truffaut, reprenant le roman de Bradbury, montre comment la télévision va se substituer à la famille. Ça, c'est ce que nous vivons. Et c'est ce que Truffaut a mis en scène à la fin des années 50 ou début des années 60. L'image est très très mauvaise parce que je l'ai piratée sur Internet et que je n'ai pas trouvé mieux. Alors, qu'est-ce qui est choquant dans cette image? Qui est aussi ce qu'on retrouve là. C'est une autre version de la caverne de Platon. C'est l'inaction des spectateurs. C'est leur inactivité. C'est ce qu'on appelle des couch potatoes. Inaction, pas forcément. Si nous revenions à notre ami Hossein Zabzian, il faudrait passer, mais je ne vais pas le faire. Si nous revenions à Hossein Zabzian, qu'est-ce qu'il a fait, Hossein Zabzian? À un moment donné, il est passé à l'acte. Il est passé à l'acte, c'est-à-dire il a eu l'occasion de faire du cinéma, il s'est vraiment fait un film, il a vraiment convaincu, il a réussi même à se faire donner du pognon pour... voilà, il a même convaincu le colonel de l'armée iranienne d'abattre 2 cèdres devant sa maison en disant « Pour mon film, il faut virer ces armes ».
Et il l'a fait, le colonel. Et après, il était fou furieux, évidemment. Parce que c'était pas Marc Malbaf qui disait ça. Ils se sont tous fait un espèce de cinéma mental, tout le monde y croyait. C'est parce qu'ils étaient tous amateurs de cinéma. Mais avant même de faire cela, qu'est-ce que faisait Zabzian? Dans son bus, il lisait le scénario. C'est-à-dire qu'il était actif, c'était pas un consommateur. Et pour moi, c'est mon héros. Rossine Zabzian, c'est un des personnages qui m'a le plus impressionné dans la vie. Je vous recommande beaucoup, vous aurez vu le film tout à l'heure, j'espère, Close-Up, mais après, je vous recommande, vous pourrez le trouver sur Internet, sur un DVD, un entretien qu'il a donné, qui est un bonus d'un DVD de Marc Malbaf, précisément, qui s'appelle Salam Cinéma, où Marc Malbaf montre que tous les Iraniens veulent faire du cinéma. Alors, je n'ai pas le temps de vous dire ce que je voulais vous dire en détail. J'aurais voulu vous parler de Jakob von Uexküll, qui est un éthologue, qui était un des fondateurs de l'éthologie, qui a écrit dans les années 20 en Allemagne un texte fondamental qui s'appelle Mondes animaux et mondes humains, dans lequel il montre qu'un être vivant, qui est doté d'un système nerveux, une tique par exemple, la tique, vous savez ce que c'est cet insecte qui peut vous donner une maladie grave, qui s'appelle la maladie de Lyme. La tique, eh bien, c'est un être tout à fait qui a une vie extrêmement élémentaire, qui d'ailleurs n'a pratiquement pas d'autre organe de perception que sa capacité à sentir la chaleur. Et une tique, qu'est-ce que c'est? C'est un insecte qui quand les œufs ont éclos et qu'il vit, grimpe sur quelque chose le plus haut possible, une branche d'arbre, une tige d'herbe, etc., en attendant que par hasard, par chance, un animal à sang chaud passe à proximité, qu'elle sente la chaleur de l'animal, et à ce moment-là, elle ouvre ses pattes et elle se laisse tomber, et si elle a de la chance, l'animal est encore là au moment où elle arrive au sol, et donc elle tombe dans la fourrure de l'animal. À ce moment-là, elle se met à fouiller dans la fourrure, elle fouille, jusqu'à ce qu'elle atteigne le cuir, et quand elle atteint le cuir, elle plante ses crocs dans le cuir, et elle se gonfle de sang. Et ça peut durer pendant des semaines. Une fois qu'elle est bien gonflée de sang, elle fait des œufs, elle tombe, et ces œufs vont éclore et vont faire le même circuit. C'est ça la vie d'une tique. C'est ce que décrit von Uexküll de la manière suivante, en disant, en fait, chez une tique, percevoir, c'est finalement réagir. Parce que l'organe de perception, dit von Uexküll, vous voyez, le monde perceptif, doit conduire à travers ce qu'il appelle un effecteur à une espèce d'action. Moi, j'appellerais plutôt ça une réaction. C'est-à-dire que je sens de la chaleur, je réagis à travers ce qui est une séquence. Ce n'est pas simplement une action, c'est une séquence d'actions, une chaîne d'opérations. Me laisser tomber, fouiller dans le cuir, dans les poils, mordre le cuir, pomper, grossir, faire des œufs et disparaître. Eh bien ça, je pense que c'est vrai chez les êtres humains, mais que les êtres humains, eux, au lieu d'avoir des effecteurs purement organiques, c'est-à-dire avec un système nerveux, un système de succion, etc., ils passent par des pharmacas, ils passent par des organes artificiels, et ils diffèrent la satisfaction de leurs pulsions. Enfin, plus exactement, de leurs instincts. Parce que la tique, elle est guidée par un instinct. Et von Uexküll explique dans son bouquin qu'en fait, tous les animaux sont guidés par des instincts. L'être humain, lui, n'est pas guidé par des instincts, parce qu'un animal ne peut pas sortir de son instinct. L'instinct est absolument intransgressible. L'instinct est magnifique, d'ailleurs. Moi, tous les ans, je vois passer au-dessus de moi des milliers de grues, parce que j'habite au bord du Cher, et qui quittent la Sibérie, qui se rendent au Congo ou je ne sais où. Et voilà, c'est fabuleux de les voir passer. Elles s'arrêtent parfois dans les champs. C'est quelque chose ça fait pleurer. Vous avez envie de pleurer quand vous voyez ça. Tellement c'est beau. Mais en même temps, elles ne sortent jamais de cela. Elles ne peuvent pas en sortir. Nous, en revanche, nous en sortons parce que ce qui nous anime, ce ne sont pas simplement des instincts, ce sont des pulsions. Les pulsions, qu'est-ce que c'est? Ce sont des instincts transformés. Ce sont des instincts qu'on peut ne pas satisfaire. Et on peut différer la satisfaction pendant très 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 longtemps. Et cette retenue, c'est ce que Husserl appelle une rétention. On retient la chose. Et cette rétention, on la transforme et on en fait ce que Husserl appelle de la protension, c'est-à-dire du désir, de l'anticipation. Mais cette rétention, elle passe par le fait qu'on va extérioriser dans des choses notre désir. C'est-à-dire qu'au lieu de satisfaire notre pulsion, on va l'incarner dans un poème qu'on va faire à sa bien-aimée, par exemple. On a 13 ans, on a toujours été nul en récitation, on n'a jamais voulu apprendre le moindre poème, et d'un seul coup, tac, il y a une fille qui nous a tapé dans l'œil, on devient poète.
C'est extraordinaire, ça. On va voir des copains, tu pourrais pas me montrer des bonnes plaisirs. On se met à transitionnaliser les objets. C'est-à-dire qu'on passe par des objets transitionnels, qui sont la caméra 16 Beaulieu pour Godard, ou toutes sortes d'autres choses. L'homme est un être qui dévie ses instincts, qui en fait des pulsions. Ces pulsions, les économistes, ça fait des désirs. Et à travers ça, il produit des œuvres d'art. Alors, je voulais vous parler de ce grand comédien qui était un comédien soviétique. Il était un tragédien, en fait. Il est très connu. Vous le connaissez sûrement pas. Vous le reconnaissez sûrement pas. Quelqu'un a reconnu sa photo? C'est Mosjoukine. Il est célèbre parce que, selon ce que certains considèrent être une légende, c'est lui qui a fait pour Dziga Vertov cette fameuse séquence dont il manque la fin. Vous savez, ces 3 séquences, c'est la même image là, c'est le même plan, mais là, c'est monté avec des plans différents avant et après. Et on a la même image, n'est pas vue, c'est Kuleshov, c'est le fameux effet Kuleshov. La même image n'est pas vue à chaque fois pour les gens qui regardent ce montage. Kuleshov est considéré comme un des premiers théoriciens du montage, et il a découvert l'effet Kuleshov. Alors, je voulais vous parler de l'effet Kuleshov parce que j'aurais voulu vous montrer que l'effet Kuleshov, c'est ce qui permet de transformer la perception. C'est-à-dire que le système de la tique est complètement transformé à travers ce que j'appelle des rétentions tertiaires, c'est-à-dire des pharmacas qui permettent de manipuler cela. Et ça, c'est ce que fait Godard dans cette image. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il regarde? Là, il regarde des shots, il est en train de monter un objet temporel. Et ça, c'est ce que les mômes ne savent pas faire. C'est ce que les mômes d'aujourd'hui ne savent pas faire, mais c'est ce qu'il faudrait leur apprendre à faire. Ils ne savent pas le faire parce qu'on ne leur apprend pas. Lorsque Socrate condamnait la manière dont les sophistes utilisaient la rétention tertiaire, qui était à l'époque l'écriture alphabétique, et pour manipuler les esprits, Socrate condamnait cela, mais qu'est-ce qu'en a fait Platon? Il en a fait une école qui était basée sur l'écriture, et où Aristote, par exemple, enseignait la rhétorique, c'est-à-dire les techniques des sophistes, et l'usage de l'écriture. Pourquoi faire? Pour former de vrais citoyens. Un vrai citoyen, c'est pas quelqu'un qui est coupé du pharmacone et qui est protégé du pharmacone, c'est quelqu'un qui a renversé le pharmacone pour en faire un nouvel espace public. C'est ce que veut faire Zabian, c'est aussi ce que veulent faire ces femmes, mais qui sont-elles? Ce sont des héroïnes iraniennes du film de Mark Malbaf qui s'appelle Salam Cinéma. Salam Cinéma, c'est une expression de Zabian pour condamner le cinéma, pour dire le cinéma m'a tué et en même temps je veux faire du cinéma pour me soigner du cinéma. C'est ce qu'ont fait ceux de la Cinémathèque. Le cinéma, c'est ce qui donne à la fois de la souffrance, c'est ce que dit Truffaut, et il le fait dire à Depardieu ici, et de la joie. C'est une joie, c'est une joie et c'est une souffrance, dit ici Depardieu dans cette scène, c'est une scène du dernier métro. Tout est une joie et une souffrance. Et ce qui fait l'objet de la joie et de la souffrance, c'est les rétentions tertiaires, les pharmacas. Aujourd'hui, le cinéma est en train de muter en profondeur. Celui qui a bien compris, c'est Jafar Panahi, qui vient de publier un film qui s'appelle « Ceci n'est pas un film ». Comme vous le savez, il a été primé à Cannes. Il est arrivé entre les mains du président du Festival de Cannes sous forme d'une clé USB, qui a réussi à passer les barrières de la résidence surveillée qu'a imposé le régime de Ahmadinejad à Panahi, qui est interdit de cinéma et qui est assigné à résidence depuis déjà quelques années. Eh bien, il a fait un film avec son téléphone portable. Et ça, c'est magnifique, ça, c'est ce que peuvent faire aussi nos gamins. Et c'est à partir de cela, je crois qu'il faut complètement revoir tous les projets, des écoles d'art, des écoles d'image, des universités, des lycées, des collèges, des écoles primaires, mais aussi de la télévision et de la façon d'élever ses enfants. Je vous remercie de votre attention.